Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cette conférence en remerciant la Cité du Vin qui m'accueille pour ce moment de partage de mes travaux sur l'art et le vin. Tous mes remerciements vont aussi à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui co-organise le cycle des vendanges du savoir, et en particulier Stéphanie Lachaud, qui m'a accompagnée tout au long de leur préparation. C'est la seconde fois que je donne une conférence sur le sujet de l'art et de l'alcool à Bordeaux, et la première fois, mon intervention portait sur la bière. Je crois que je suis en passe donc de devenir votre spécialiste des boissons exotiques. Alors commençons par une mise au point sur la notion même de goût. Lorsque l'on s'attache au temps long des représentations, comme ici, puisque je vais partir du XVIIIe siècle pour arriver jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut percevoir d'importantes transformations. Et ces transformations sont particulièrement sensibles dans le cas des produits alimentaires et dans le cas encore plus spécifique du champagne. Alors les historiens l'ont montré, le champagne que nous buvons aujourd'hui n'est pas celui que buvaient les hommes et les femmes des siècles antérieurs. Son taux de sucre en particulier était non seulement bien plus élevé jusqu'au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, mais il variait de plus selon le pays d'exportation. La popularisation du goût pour le champagne extra dry, par exemple, est venue des États-Unis, tandis que la Russie a longtemps détenu le record du goût pour le champagne le plus sucré. Mais le goût, ce n'est pas qu'affaire de perception du monde physique. C'est aussi le produit de notre interprétation de ce monde physique et des imaginaires qu'il suscite. Les représentations visuelles sont des témoins privilégiés des transformations du goût, le goût entendu comme expérience et relation qualitative à nos consommations. D'où le sens du titre de ma conférence, lorsque l'on boit du champagne, que boit-on ? Du vin, mais aussi du sens, un imaginaire, des références, de la mémoire et des valeurs. L'image a ceci de particulier qu'elle a la capacité de cristalliser l'ensemble de ses significations, de les fondre en un objet complexe, mais dont l'immédiateté favorise la compréhension. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de suivre 2 siècles d'évolution des représentations que nos prédécesseurs se sont fait du champagne, mais aussi par ricochet de comprendre ce qu'ils absorbaient lorsqu'ils en buvaient et que goûte-t-on finalement encore aujourd'hui, au fil du temps et aujourd'hui dans notre propre goût pour cette boisson. Donc commençons par les toutes premières représentations picturales de buveurs d'un vin identifié comme du champagne et non pas des vins de champagne. Ce que nous appelons aujourd'hui le champagne a longtemps représenté une part très restreinte des vins de champagne, ainsi qu'on les désignait depuis la Renaissance. Au début du XIXe siècle, le vin rouge tranquille représentait 90% de la production de vin en Champagne, et en 1850, il en représente encore les 2/3. Autant dire que ce qu'on appelle le champagne n'était qu'une petite partie des vins de Champagne. Alors qu'est-ce que c'est que ce champagne ? Dans ces terres septentrionales, le raisin vendangé avant sa maturité complète finissait de maturer en tonneaux, puis en bouteilles, si bien que quand les températures commençaient à remonter, cette fermentation produisait des gaz qui cherchaient à s'échapper des contenants fermés et les faisait très souvent éclater. Alors, ce phénomène était considéré comme une nuisance. On estime par exemple qu'au XVIIIe siècle encore, la perte de vin du fait des explosions était de 90% et elle sera encore à 20% en moyenne en 1840. Dans les années 1660, ce qui était perçu comme une curiosité naturelle commence à susciter un intérêt, et il faut entendre curiosité au sens de cabinet de curiosité, en particulier en Angleterre. Dans les milieux les plus fortunés, s'est développé un goût spécifique pour ce vin blanc mousseux, importé de Champagne, très pâle, rare et original. La mode du champagne gagne la France quelques décennies plus tard, sous la régence de Philippe d'Orléans. Ce vin est alors un produit d'un très grand luxe, parce que coûteux à fabriquer, en raison d'un processus très mal maîtrisé. Une logique qui tient au fait que ce produit de très grand luxe est représenté dans des objets qui sont eux aussi des produits de très grand luxe, sachant que dans le champ très large des artefacts visuels au XVIIIe siècle, les beaux-arts sont extrêmement minoritaires.
C'est un type d'image qui ne représente qu'une toute petite partie des images produites. Bon. Donc, que les plus anciennes représentations connues du champagne soient des objets de très grand luxe, destinés à un tout petit cercle d'amateurs, est en soi significatif. Il témoigne du fait que l'on a affaire à une boisson d'exception, dont les représentations ne circulent que dans un milieu social tout aussi d'exception. Et non des moindres, puisque les toutes premières représentations connues de consommateurs de champagne, ce sont ces deux œuvres qui sont des commandes royales, le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes et le déjeuner de jambon de Nicolas Lancret dans les années 1730. Ce sont des tableaux de grand format. Je mets ah non, j'ai pas mis les dimensions, excusez-moi. Des tableaux de très grand format qui sont des commandes royales destinées en fait aux salles à manger d'été et d'hiver des petits appartements de Louis XV à Versailles. Donc produits de très très grand luxe et commandes très prestigieuses. Alors celui de gauche, celui qui était destiné à la salle à manger d'été, c'est le déjeuner d'huîtres. Il est très très célèbre ce tableau. Il figure une compagnie aristocratique exclusivement masculine, composée de gentilshommes, comme l'attestent les talons rouges, qui, alors que je ne me trompe pas, c'est là, je vous envoyais là par exemple, ou là, les talons rouges qui sont donc le signe qu'ils ont été présentés au roi. L'atteste aussi l'épée qu'ils arborent aux côtés, mais aussi les domestiques en livrée qui les entourent. Ils sont représentés tous égaux autour d'une table à l'anglaise, donc pas de hiérarchie des places comme dans une table rectangulaire. Et donc pas d'hiérarchie entre les convives. C'est une compagnie choisie qui déguste des huîtres et du champagne dans un décor baroque opulent où s'étale la préciosité de l'argenterie et du mobilier très spécialisé, les rafraîchissoirs notamment, que vous pouvez repérer ici. Et tous les objets de porcelaine et d'argenterie qui sont ici. Donc ces courtisans sont servis par des domestiques, mais ce sont les consommateurs qui ouvrent eux-mêmes les bouteilles, ce qui est un signe de leur parfaite maîtrise des usages de ce vin rare et des ustensiles qui lui sont associés. Bon. Et l'ébahissement du domestique, c'est le seul ici, parce qu'il regarde sauter le bouchon ici. C'est le seul qui est ébahi, ce qui est une très grande vulgarité, puisque c'est le seul à être surpris par quelque chose dont il ignore à peu près tout. Donc c'est la marque de son inculture par comparaison avec les autres figures qui, eux, boivent le champagne. L'autre composition, le déjeuner de jambon, se situe dans un registre beaucoup plus léger. C'est plus anecdotique qui mêle l'anecdote, le symbolisme et la satire, très légère, pour dépeindre des comportements un peu excessifs de la société choisie dont le champagne accompagne les plaisirs. C'est une scène double, comme très souvent dans les images satiriques. Vous avez les buveurs au centre, la scène principale, observée par les domestiques dans la pénombre, ainsi que vous avez un autre redoublement de la scène. Donc vous avez cette scène centrale, ceux qui regardent et qui portent une forme de jugement, et la scène est redoublée, les excès, on va dire, des buveurs est redoublée par les excès des animaux qui se battent autour des bouteilles cassées. Bon. Alors jusqu'au XIXe siècle, toutes les représentations du champagne montrent une boisson exceptionnelle, consommée dans des intérieurs d'un luxe inouï. Celle-ci est assez représentative. C'est un tableau de Philippe Mercier, qui est une allégorie du goût, qui fait partie d'une série de représentations allégoriques des 5 sens. Je vous montrerai les autres après. Alors Philippe Mercier, c'est une figure intéressante. C'est un peintre qui était issu d'une famille de huguenots qui avait émigré, qui avait quitté la France après la révocation de l'édit de Nantes pour s'installer en Suisse. Et lui avait quitté la Suisse pour s'installer en Grande-Bretagne, où il a fait carrière au milieu du XVIIIe siècle. Donc Philippe Mercier, c'est quelqu'un qui s'installe donc en 1710 à Londres, qui travaille pour le prince de Galles et pour la cour, donc
encore une clientèle extrêmement choisie et sélecte. Alors, ce que montre le goût, cette allégorie donc d'un des sens, le goût, c'est deux couples attablés dans ce qui est en fait la loggia d'un palais. Vous voyez, cette architecture très caractéristique qui s'ouvre sur le paysage. Donc la loggia d'une demeure aristocratique. Ils sont servis par un jeune domestique noir, ce qui était alors considéré comme de l'exotisme, était aussi un luxe. L'un des hommes sert le vin, il le sert de très très haut parce que le champagne était beaucoup moins effervescent au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, si bien qu'il fallait, pour produire plus de mousse, le verser de très très haut. Donc il le sert de très haut pour le faire mousser. Le dessert est servi, bon, les pêches, les prunes, ainsi que des desserts surmontés de crème. Donc des mets précieux que l'on ne trouvait absolument pas, bien sûr, sur toutes les tables. Ce type de fruits étant des fruits eux-mêmes assez luxueux. Donc ce que fait en fait cette allégorie du goût, ce que fait Mercier dans cette allégorie du goût, c'est qu'il isole les buveurs de champagne du commun. Le goût en question, ça n'est pas ici seulement le sens du palais, même si ça exemplifie la question du goût, c'est aussi le bon goût, celui de la bonne compagnie, donc qui se définit par sa capacité à discriminer entre les mets et à se distinguer par cette préciosité du palais. Le goût, je vous l'ai dit, fait partie d'une série de 5 tableaux. Philippe Mercier en a peint plusieurs séries. Il a réalisé plusieurs allégories des 5 sens. Celle que je vous montre, c'est la série qui est conservée à New Haven. Vous voyez donc les 4 autres sens. À chaque fois, vous voyez un groupe, un collectif de jeunes personnes très bien éduquées, vivant dans l'opulence, avec des objets qui sont des objets de luxe, qu'il s'agit d'instruments d'astronomie pour la vue ou d'instruments de musique pour l'ouïe. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Le prochain exemple que je vous montre est un peu particulier. Il n'est pas certain que ce que boivent les hommes attablés ensemble soit du champagne. On n'a aucun moyen de le discerner, en fait. Mais je vous le montre parce que c'est un tableau dont on ignore aussi l'identité des modèles. On a longtemps pensé pouvoir identifier, mais en fait, notamment le poète Piron. Mais non, en fait, on a débaptisé aussi l'auteur du tableau. Mais ce qui m'intéresse ici, dans ce tableau qui est réalisé de la même façon entre les années 20 et les années 30, c'est un aspect qui va être très important dans la consommation du champagne, aussi bien sur le plan des pratiques que sur le plan des représentations. C'est l'élégance de la posture et la forme des verres qui commencent à être pas encore totalement systématiquement associés au champagne. Ça sera beaucoup plus fixé au XIXe siècle, mais quand même un peu. Ce que montre en fait ce tableau, c'est qu'un aspect de l'élégance et de la finesse de la dégustation, l'immatérialité, on va dire, de la consommation, par opposition à l'ivrognerie ou la gloutonnerie, réside dans la manière de tenir le verre, la forme du verre très élancée, la finesse de la jambe du verre, la finesse du geste, la préciosité et l'écartement maximal qui est opéré par les buveurs au moment de la consommation et dans ce type de représentation entre le corps du buveur et le verre qui contient le vin. Donc cette manière, on va dire, de spiritualiser en quelque sorte la consommation d'alcool, enfin la consommation, on ne parle pas d'alcool, excusez-moi, au XVIIIe siècle, la consommation du vin, on va la retrouver dans beaucoup d'autres représentations jusqu'au XIXe siècle du champagne. Cet écart par rapport à la grossièreté et la matérialité du corps. Alors je vous en montre tout de suite un exemple. Ah voilà, oui, je voulais vous montrer une collection, parmi tant d'autres, de récipients, enfin de verres servant au champagne, qui montre précisément cette tendance à cette forme très élancée qui va être privilégiée pour les contenants du champagne et la finesse du corps du verre, qui a un sens symbolique très, très fort, celui d'une montée vers la spiritualité, vers l'immatérialité. Donc qui sont des signes de délicatesse et de distinction.
Alors un exemple beaucoup plus tardif, hein, on est là sous la Troisième République, un portrait, ou plutôt une étude pour un portrait par John Singer Sargent, qui était un peintre de nationalité américaine, mais qui a fait sa carrière en Grande-Bretagne. C'est une étude pour un portrait qu'il réalisera à la même époque, le portrait de Madame Gautreau. Virginie Gautreau, c'était une personnalité de la haute société parisienne de la Troisième République. C'était une expatriée américaine qui avait épousé un banquier français. Elle était célèbre pour avoir le souci de son teint pâle. La rumeur courait qu'elle absorbait de l'arsenic pour cela. Et ce qui m'a intéressée dans cette représentation d'une buveuse, c'est la geste de mise à distance, précisément, du corps qui va de pair avec la représentation que l'on se faisait du champagne comme d'un vin plus immatériel, plus aérien, plus chargé en air précisément et en spiritualité. Et on est très très loin dans les représentations que l'on se fait du champagne, de la robe beaucoup plus solide d'un vin blanc tranquille et a fortiori du vin rouge, le vin rouge qui évoque en Europe le sang, l'incarnation, bien sûr, toutes les métaphores du vin comme le sang du Christ. Et il faut se souvenir que le champagne est par ailleurs le seul vin sans lien avec la liturgie chrétienne. On utilise même très souvent du vin blanc pour la messe parce qu'il ne tache pas, même si symboliquement on pense plutôt à du vin rouge quand on pense à la symbolique chrétienne du vin. Mais le champagne est une boisson profane, une boisson qui, au même titre que la bière, mais dans un registre non pas populaire, mais mondain, n'est pas associée avant la fin du XIXe siècle et de manière plus périphérique à la religion chrétienne. Pour revenir sur la question de la spiritualité, l'idée du vin blanc, du champagne comme boisson plus spirituelle, l'immatérialité du champagne évoquait à Voltaire, dans un texte très célèbre, l'esprit français. Il voyait dans le champagne la métaphore de l'esprit français, délicat, aérien, spirituel, et opposé à la vulgarité. Bon. Le fait que le champagne ait été un vin sucré en a fait un vin qui très tôt était considéré comme plus adapté aux femmes. D'autant que la médecine humorale déconseillait pendant jusqu'au moins le XVIIIe siècle le vin rouge aux femmes, qui était beaucoup trop propre à échauffer le sang auquel elles étaient déjà bien trop assujetties. Donc le champagne a été, pendant toute la fin du XVIIIe siècle et majeure partie du XIXe siècle, et je dois dire presque encore aujourd'hui, pour certains, un vin qui est un vin qu'on va destiner davantage aux femmes. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors pendant très longtemps, on n'a pas su maintenir les celliers à température constante, on ne savait pas doser le sucre résiduel et on ignorait, ou on ne savait pas ensuite maîtriser, le rôle des levures. Les gaz faisaient donc, je vous l'ai dit, exploser les bouteilles, qui étaient par ailleurs fragiles, parce que encore produites de manière artisanale. Et pendant tout le XIXe siècle, les producteurs de champagne ont cherché à maîtriser justement ce processus de production du champagne et de limiter la casse. Alors, lorsque l'on pense aux producteurs de vin, au pluriel, on imagine souvent un vigneron cultivant ses vignes, élevant amoureusement son vin avant de le commercialiser. Alors c'est une image qui est bien sûr non seulement partielle, mais aussi erronée pour l'âge classique, le début de l'époque contemporaine, et elle est particulièrement fausse pour le négoce du champagne. Parce que le coût de sa production, supérieur à celui des autres vins, notamment parce qu'il nécessite beaucoup plus davantage de manipulation, sans parler bien sûr de la casse, en a fait donc dès le XIXe siècle le terrain privilégié d'entrepreneurs disposant de capitaux leur permettant de réaliser les recherches et les investissements nécessaires à sa production, mais aussi au développement de son commerce à l'échelle internationale. Et le fait est que le champagne est un vin caractérisé dès le début par sa diffusion européenne puis mondiale.
L'industrialisation de la production du champagne au cours du XIXe siècle a eu pour conséquence une augmentation des volumes, une meilleure conservation, les explosions vont diminuer et le prix du vin va s'abaisser. Et si le champagne constitue toujours, sous le Second Empire, une boisson de luxe, c'est un luxe de plus en plus accessible, surtout si on compare à la situation au milieu du XVIIIe siècle, bien sûr. Si bien que ça permet de comprendre qu'aux représentations picturales exceptionnelles en nombre comme en qualité, les 2 tableaux par exemple commandés pour Versailles, qui caractérisaient donc la période antérieure, fait place à la multiplication des images populaires du champagne et de leurs consommateurs, que ce soit dans l'édition illustrée, dans la presse illustrée ou dans l'affiche. Ce qu'on peut qualifier de vulgarisation du champagne a coïncidé par ailleurs avec l'industrialisation de l'imprimerie et qui a permis l'explosion des images dans l'espace public et dans la culture imprimée. Je vous montre un premier exemple. Au milieu du XIXe siècle, de représentations beaucoup plus accessibles de champagne dans la première édition illustrée de la physiologie du goût de Brillat-Savarin. C'est une édition que vous pouvez trouver en ligne gratuitement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale. Elle est intéressante, elle est illustrée par Bertal. Bertal, c'est un des illustrateurs caricaturistes les plus productifs et un des plus intéressants en France entre le milieu du XIXe siècle et le début de la Troisième République. Il est un illustrateur prolifique et il a donc contribué en réalisant la couverture de ce classique de la littérature gourmande, mais aussi les frontispices de chapitres du livre, donc de la physiologie du goût, dont la première édition en 1825 n'était pas illustrée. Alors la vignette de couverture, elle est particulièrement explicite, puisque qu'est-ce qu'elle figure sous la forme d'une forme de nature morte, qui présente de manière très hiérarchique les produits, on va dire, les plus emblématiques de la gastronomie française, au centre de l'image qui est entourée d'une sorte de cadre floral qui évoque la vignette romantique, même si on est en 48. C'est une bouteille précisément de champagne qui domine par sa taille, par sa place dans l'image, par aussi sa verticalité, et puis la collerette, ce qui faisait qualifier le champagne de vin des rois et roi des vins. Donc cette table luxueusement dressée avec le pâté en croûte, assez emblématique, le homard, les huîtres, etc. Donc en couverture, donc comme emblème, on va dire, de la bonne chère. Oh, pardon. J'ai oublié de commenter la deuxième vignette. Alors c'est la partie droite de cette slide, c'est le frontispice du chapitre dédié au vin dans la physiologie du goût. Alors vous ne voyez peut-être pas très bien parce que c'est une image assez touffue, mais vous remarquez que là encore, au centre, parmi donc l'image qui fait face au titre du chapitre, les boissons, c'est pas les vins, c'est les boissons, mais il se trouve que ce qui est au centre, c'est encore cette bouteille de champagne, vous voyez, avec le bouchon qui explose, je vais y revenir, avec après un développement de toutes sortes d'autres boissons, mais encore une fois, c'est le champagne qui se trouve placé au centre, entouré d'adorateurs de toutes les classes sociales. Vous avez des représentations de types sociaux, on va dire, l'évêque, le couple de bourgeois, etc. On pourrait détailler. Et ce qui est très amusant, et ça me permettra d'enchaîner avec une autre question, vous voyez que cette espèce de poutis, donc c'est pas un ange, c'est pas de l'iconographie chrétienne, c'est un poutis qui fait exploser, enfin ouvrir, qui soutient le bouchon. Il a un visage très diabolique, on va dire. Il a des allures très diaboliques. Bon. Et on voit pointer ici un trait qui est nouveau, surtout si on compare avec l'iconographie du XVIIIe siècle, un trait nouveau dans l'image du champagne, et un trait qui va gagner en puissance tout au long du siècle, le lien entre le champagne et la tentation, et plus précisément avec la sexualité.
Ce que je vous montre ici, c'est une page d'un feuilleton d'une série de caricatures publiées en feuilleton sous le titre Les 12 temps d'un homme chic. C'est une satire de mœurs. On voit un jeune viveur qui va faire la vie à Paris, en quelque sorte. Donc, c'est l'œuvre du caricaturiste Stop. Et c'est paru dans un des journaux illustrés satiriques importants du début du Second Empire, le Petit Journal pour rire, donc ici en 1857. C'est donc un récit graphique, une sorte de bande dessinée avant l'heure, où l'on suit les aventures en 12 stations d'un noceur, dont la soirée à l'opéra s'achève, c'est la page que je vous montre, par une orgie dans un cabinet particulier d'un restaurant. Je vais revenir à cette question de cabinet particulier. Et l'étape suivante, vous le voyez en fait ici, donc vous voyez le spectacle de l'opéra, le cabinet particulier, il est ivre-mort sous la table, et là vous identifiez les bouteilles de champagne. On sait que c'est un restaurant, et non pas chez lui, parce que vous avez les patères où l'on accroche chapeau et canne, donc une soirée qui a été mixte, visiblement. Et je vous épargne l'étape suivante, je ne savais pas si je pouvais la montrer. L'étape suivante, c'est un bouchon de champagne quasiment en quart de page. Bon, d'abord, on le voit en cellule de dégrisement, ou l'équivalent pour le Second Empire, mais surtout le bouchon de champagne aux formes explicitement phalliques, donc dans la page de la livraison suivante. Alors, le sous-texte de ce récit n'est compréhensible que si l'on sait que l'on invitait pas sa femme légitime à dîner dans le cabinet particulier d'un restaurant, je vais y revenir, mais des prostituées, et la période, ce qui est assez évident dans le commentaire de la page que je ne vous montre pas, puisqu'il s'est fait faire les poches, il ne lui reste plus que ce bouchon dans la poche. Bon. Et la période regorge d'images de femmes légères, pour ne pas dire autre chose, qui boivent du champagne. Je vous en montre encore un autre exemple. C'est encore une représentation qui associe cette fois le bal de l'opéra ou l'après-bal de l'opéra, donc le dîner très arrosé, mixte, avec une femme endormie sur la table. Je vous laisse apprécier la légende de l'image où la femme endormie est abandonnée, je cite, comme pourboire aux garçons. Alors, j'ai sélectionné quelques images, je pourrais multiplier les exemples, ce ne sont pas du tout des exceptions. Alors, l'ambitieux peintre des mœurs modernes du milieu du XIXe siècle, Thomas Couture, a développé cette thématique du souper dans un cabinet particulier, dans un registre beaucoup plus moral, beaucoup moins léger, et pourtant, en dépit de la moralité de l'image, la représentation n'en a pas moins choqué l'administration impériale, faisant manquer au commanditaire du tableau la médaille d'honneur qu'il ambitionnait à l'issue de l'exposition universelle de 1855. En fait, c'est le fabricant de papier peint Jules Desfossés qui avait commandé à toute une série d'artistes contemporains, dont Thomas Couture, des modèles de papier peint à l'ambition artistique élevée, destinée à attirer l'attention sur son entreprise à l'exposition universelle en 1855. Le sujet qu'a choisi Thomas Couture, les sujets n'étaient pas imposés par Desfossés, le sujet qu'a choisi de traiter Thomas Couture était en fait un lendemain d'orgie dans un de ces cabinets particuliers, en l'occurrence du célèbre restaurant La Maison d'Or, qu'on appelle aussi la Maison Dorée. Alors, en dépit de l'intérêt des visiteurs de l'exposition pour allier les beaux-arts et l'industrie, la critique a été très sévère envers cette composition dont le thème était sulfureux, donc le lendemain d'orgie. C'est une iconographie profondément symbolique. Le champagne, c'est le signe de la vanité et de la dépravation, au même titre. Alors de la vanité au sens le temps passé à des choses sans, on va dire, à des plaisirs futiles, voire immoraux. Vous avez ici, décidément, les chandelles brûlées, les bouteilles, les objets au sol.
bien sûr, alors la figure du Pierrot qui jette un regard à la fois mélancolique et un jugement sur ses contemporains ivres-morts, est un autoportrait de Thomas Couture. Alors, le souper à la Maison Dorée, c'est une thématique qu'on trouve aussi dans la littérature, pas seulement dans les représentations visuelles. La Maison Dorée, c'est un restaurant qui avait ouvert au début des années 1840, sur les grands boulevards, à l'angle de la rue Laffitte et du boulevard des Italiens, donc vraiment les quartiers de sortie, de restaurants, de boutiques de luxe également, de cafés. C'était un lieu commun de la mythologie de la débauche qui traverse la culture française de Balzac à Marcel Proust, en passant par Maupassant, bien sûr. C'est un établissement qui était réputé pour ses caves qui étaient immenses, pour ses 18 cabinets particuliers où on réputait accueillir des orgies, où l'on servait aussi, c'était l'un des rares endroits à Paris, où l'on pouvait consommer du veuve Clicquot, et qui était difficile à trouver ailleurs. Donc, dans le secret des cabinets particuliers où les femmes invitées n'étaient pas les femmes légitimes. Donc, une boisson autrefois élitiste puisse, en l'espace d'un siècle, devenir l'emblème de la vénalité, nous renvoie en fait à un phénomène bien connu quand on s'intéresse à l'évolution des consommations et à la démocratisation ou à la vulgarisation de certaines consommations qui, après avoir été réservées à une minorité qu'il contribuait à distinguer, va devenir accessible à davantage de personnes. Donc l'image va se déprécier. Et c'est ce que l'on constate dans la seconde moitié du XIXe siècle, autour du champagne. Alors c'est aussi vrai pour le sucre, par exemple. Beaucoup de représentations très péjoratives du sucre sous le Second Empire, au moment où commence cette production industrielle du sucre de betterave en France, enfin en Europe en général et en France en particulier. Alors non seulement le champagne n'échappe pas à cette dépréciation de l'imaginaire lié à sa banalisation, mais sa dépréciation se double d'une association à ce que l'on a appelé au siècle suivant la fête napoléonienne, donc une spectacularisation de la vie politique et culturelle, la culture vitrine du régime, mais aussi l'heure politique, détournant l'attention des contradictions et des conflits propres au Second Empire, dont Zola a donné par exemple une représentation dans Nana, qui boit fort ce champagne d'ailleurs. À la chute de l'Empire, on voit des images, on trouve des images on ne peut plus critiques qui vont associer encore très explicitement et de manière beaucoup plus obscène, et encore, je ne vous montre pas le plus obscène, qui associe le régime impérial, la vénalité et le champagne, boisson commerciale, comme les prostituées sont des femmes commerciales. C'est une satire qui s'intitule La Poule, avec ce jeu de mots autour de poule au billard et poule de luxe, en quelque sorte, réalisée après le 2 décembre, excusez-moi, joli lapsus, le 2 septembre, donc après le 4, on va dire, la chute du régime. C'est une caricature qui associe, je vous ai détaillé les protagonistes de la scène autour du billard, donc autour d'une prostituée qui pourrait être une représentation de l'impératrice Eugénie. Alors, non pas que les traits soient forcément évidents, c'est toujours assez difficile, mais parce qu'en fait, elle est nue, c'est une danseuse nue, mais qui tient un tambour de basque, ce qui me fait tirer la femme vers l'Espagne. Bon. Je vous rappelle que Victor Hugo avait qualifié l'impératrice Eugénie de cocotte. Donc, Napoléon Ier, son neveu, donc Napoléon III, et ses soutiens, notamment des journalistes, des députés, la préfecture de police. Bon. L'association du régime et bien sûr les bouteilles. Il faut que je me tourne. Elles sont ici. Vous les identifiez tout de suite. Donc l'association d'un régime, d'une politique et d'une boisson va s'estomper sous la Troisième République, une fois le spectre de l'Empire reparti dans le passé. Le lien va disparaître petit à petit, mais le champagne n'en continue pas moins à être considéré comme la boisson féminine, pas forcément des femmes vénales, mais une boisson féminine par excellence, raison pour laquelle
il est toujours conseillé pour les dîners en amoureux, dans les guides, dans les ouvrages de vulgarisation gastronomique, hein, en particulier. Sous le Second Empire, c'était déjà le cas, dans les conseils, hein, pour les donner aux hommes qui voudraient organiser un souper fin ou un dîner en amoureux, on leur conseillait le champagne, les huîtres, réputées aphrodisiaques par ailleurs. Bon. Je vous montre ici un chromo, donc une chromolithographie, une lithographie en couleur très cheap, hein, très populaire, dont l'iconographie est bien sûr bien plus apaisée que la caricature de la poule impériale que je vous ai montrée avant, mais qui n'en est pas moins articulée autour de l'érotisme, un érotisme assez sage, hein, avec le poutis qui décore le cadre, le bouquet de violettes, ici, l'association du vin et des fruits. Savoir que dans l'iconographie classique, depuis au moins le XVIe, XVIIe siècle, les fruits sont une manière d'euphémiser la sexualité, une manière de représenter les plaisirs du corps de manière, on va dire, allégorique. Donc l'association vin et fruits, et puis une image légèrement voyeuriste, hein. Vous remarquez le garçon à l'arrière-plan, ce qui montre que c'est aussi un cabinet particulier ici. Donc, un érotisme normalisé, totalement acceptable, hein, pas de femmes échevelées, pas de femmes dénudées, un simple couple, pas forcément illégitime, on ne sait pas. Alors, parallèlement, la référence à l'Ancien Régime a survécu à la Révolution française dans les représentations du champagne. Elle a même été revivifiée dès la Restauration, donc dès les années 1820, tandis que les références aux petits soupers de la Régence alimentaient des représentations nostalgiques du XVIIIe siècle. Je montre ici une gravure réalisée par Carl Vernet pour illustrer une des fables de La Fontaine, Rat des villes et le rat des champs. C'est une gravure intéressante parce que pour un œil pas très exercé, on pourrait penser que c'est une gravure du milieu du XVIIIe siècle, alors que c'est une gravure de 1818, on est même un tout petit peu avant la Restauration. Alors Carl Vernet, c'est un peintre assez intéressant parce qu'il vient d'une famille de peintres. Vous avez le grand-père, Joseph, le fils, Karl, et puis le petit-fils, Horace. Voilà, excusez-moi, j'en perds mes Vernet. Donc le grand-père, Joseph, qui est le peintre des ports de France. Les ports de France, c'est une des plus importantes commandes royales du règne de Louis XV. Hein, c'est l'affirmation de la puissance navale de la France, de sa souveraineté sur les mers. Son fils, Carl Vernet, donc l'auteur de cette planche, hein, peintre notamment des militaires, mais pas que, et le petit-fils, Horace, qui sera le peintre préféré de Louis-Philippe, qui avait un goût très limité pour la peinture. Horace Vernet était un orléaniste convaincu par ailleurs. Donc on va dire une généalogie familiale, et ici une planche assez représentative de cette nostalgie pour un ancien régime élégant et luxueux. Et vous repérez ici les deux bouteilles jumelles, en quelque sorte. Tout va plus ou moins par deux dans cette gravure, hein, qui situe le champagne dans un intérieur aristocratique, qui associe le luxe de la décoration, l'intimité des aménagements intérieurs, hein, privilégiés dans les appartements des palais et les hôtels particuliers. Bon. Alors que le champagne puisse être bu par tous, par toutes, a pu être interprété différemment dans d'autres pays occidentaux, ou pas d'ailleurs occidentaux. Donc cet imaginaire historique du champagne qui est systématiquement ramené à l'Ancien Régime, je vais vous en montrer plusieurs exemples, il est très français, pas que, mais massivement français. Et à titre de comparaison, je voulais vous montrer ce tableau qui est très connu, hein, un tableau de Croyer qui
qui est un peintre danois qui s'inscrivait dans une colonie d'artistes très célèbre à Skagen, dans la péninsule du Jutland, au Danemark. Il faisait partie de ce groupe d'artistes qui s'était installé au bord de la mer pour peindre. Kreuer, en fait, dans cette toile, garde la mémoire d'une fête d'anniversaire, celle de son ami, un autre peintre de la colonie, Michael Ancher. Je le prononce probablement très très mal, je ne parle pas danois. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, nordique de Pont-Aven, la colonie de Skagen. Et ce que vous voyez ici dans ce tableau, qui représente donc l'anniversaire de l'artiste, c'est une image très normalisée du champagne, qui est une boisson qui est certes toujours réservée à une occasion exceptionnelle, c'est une fête, c'est un anniversaire, mais sans aucune allusion érotique et aucune allusion non plus passéiste. Et l'absence d'érotisme et la normalisation en quelque sorte familiale, elle est évidente quand on voit d'abord qu'il y a c'est une scène de famille avec les maris, les femmes et les enfants, ici. Alors, autre forme d'apaisement, je vais revenir ensuite sur l'Ancien Régime, la présence du champagne dans les œuvres qui, sous la Troisième République, signe qu'on a pour partie rompu avec la critique, on va dire, de la fête impériale, les œuvres qui figurent ce que l'on appelle, à partir de cette jonction du 19e et du 20e siècle, le tout Paris. Donc une formule qui s'impose dans la France de la Belle Époque et qui désigne, notamment dans la presse, lorsqu'elle chronique les événements mondains à Paris, les personnalités qui gravitent dans les milieux de l'industrie, de la politique et des beaux-arts. Donc Gervex a réalisé plusieurs représentations de ce tout Paris où la boisson qui se trouve sur les tables et que l'on consomme est le champagne. Donc ici, Armenonville, le soir du Grand Prix, c'est-à-dire le dîner de clôture du Grand Prix de Longchamp dans le pavillon d'Armenonville au bois de Boulogne. Donc c'est un portrait collectif. C'est un portrait collectif, on peut identifier, et elles ont été identifiées, chacune des figures, notamment la femme de l'artiste, y figure au premier plan, ici, de profil, un portrait collectif d'hommes puissants, patrons d'industrie, hommes politiques. Donc vous voyez donc la femme qui dialogue avec le marquis de Dion, pionnier de l'automobile ici, et on pourrait tout détailler encore les figures. Bonny de Castellane, donc vous connaissez sans doute pour avoir été l'un des modèles du Saint-Loup de la recherche du temps perdu de Proust, qui était un descendant de Talleyrand, et on a toutes sortes de figures identifiables. Alors parallèlement, les maisons de champagne se sont employées à donner de leurs produits des représentations valorisantes qui définissaient le champagne comme boisson noble, presque au premier degré, boisson noble dont la consommation exceptionnelle, prestigieuse, permettait de se distinguer. Et comment ont-elles pu développer cette image d'une boisson noble? C'est par des signes sur les étiquettes des bouteilles de champagne, les signes de la noblesse, les caractères, les impressions en encre d'or, les couronnes, les armoiries, les châteaux, toute cette iconographie de la noblesse dans les étiquettes de champagne. Ce n'est pas le seul vin à utiliser ce type de signe, mais c'est l'un des vins où c'est le plus, on va dire, massif. Et aussi en développant dans les affiches toute une imagerie monarchique jusqu'à l'anachronisme, puisque vous identifiez peut-être François Ier ici en buveur de champagne, servi par un page qui, lui, par contre, semble tout droit sorti de l'Empire colonial français. Donc c'est un exemple, boisson noble. Un autre exemple, ah oui, j'ai oublié, par un des plus célèbres affichistes de la période, Capiello. Ici, plus évident encore et un poil moins anachronique, une affiche pour un champagne de la maison Pommery, un buveur aux allures rabelaisiennes dans une affiche qui est intéressante parce qu'elle me permet d'aborder un autre aspect. C'est une affiche qui a été imprimée à Buenos Aires, donc pour le marché argentin. Le nom de l'importateur de vin français, Calvé et compagnie, figure ici sur le sceau, vous voyez, Buenos Aires.
ici. Calvé, ça n'est pas l'imprimeur, ça n'est pas l'artiste, c'est l'importateur de vin français en Argentine. Alors, je pourrais multiplier les exemples de publicités, là encore, qui empruntent leur iconographie à un ancien régime fantasmé, auquel chacun est invité à s'identifier le temps d'une coupe. Hollywood et l'industrie cinématographique ont généralisé un imaginaire du champagne qui associe la fête, le glamour et la séduction. Donc on reste aussi sur le champ de l'érotisme. Alors on a tous en tête, je pense, la découverte des plaisirs parisiens par l'austère commissaire politique soviétique incarné par Greta Garbo dans le Ninotchka de Lubitsch en 1939. Je n'en montrerai pas d'image. Ou encore les scènes de séduction au champagne dans certains lame shows de Billy Wilder en 1959. Il en est de moins rocambolesque. Là encore, je pourrais multiplier les exemples. Ici, Le Prince et la danseuse avec Marilyn Monroe et Laurence Olivier. Et à droite, James Stewart et Katharine Hepburn dans Indiscrétion de Cukor. Et comme ça, j'aurais pu faire... Je peux vous en montrer des centaines de scènes de ce type. Donc le luxe, la fête, l'exception, le glamour, ce sont des signes systématiquement associés au cours du XXe siècle au champagne, jusqu'au kitsch absolu. J'avoue que ce cliché m'a beaucoup fait rire. D'une photographie de piscine, la piscine d'une villa à Las Vegas dans les années 1960. Et puis une dernière référence, je pense que les moins de 50 ans ne comprendront pas forcément, les autres reconnaîtront tout de suite. C'est un photogramme tiré du générique d'une célèbre série britannique des années 60, dans laquelle ce générique, alors je vous invite à aller le voir en ligne, vous le trouverez, vous tapez générique The Avengers, c'est le titre de Chapeau melon et bottes de cuir. C'est le générique de la 5e saison où une enquêtrice de choc sabrait à coups de pistolet, une bouteille de champagne au sommet d'une pyramide de coupes, le champagne se déversant sur les coupes, en un assez spectaculaire renversement des rôles du masculin et du féminin. Et je suis assez fière parce que je suis dans les temps. Enfin, pour conclure, c'est une partie des thèmes que j'ai abordés aujourd'hui, on les trouve perdurant encore en fin de XXe siècle. J'ai pris l'exemple d'une campagne publicitaire de 1988 de la maison Tétinger qui reprenait l'iconographie du glamour hollywoodien avec une figure féminine qui représentait Grace Kelly en 1988, dont la forme sinueuse, élancée et spirituelle au sens de l'esprit, s'identifier à la forme du verre de champagne, à la préciosité, à la légèreté, à la finesse. Et dans un registre un peu moins sympathique, c'est une œuvre d'un jeune artiste, oui, il est né en 1986, qui a pris le pseudonyme de Alec Monopoly parce qu'il il détourne la figure du petit bonhomme qui figure sur les boîtes du jeu Monopoly. Donc Alec Monopoly, qui a d'abord été un artiste de rue, qui finalement a pris un petit peu est devenu beaucoup plus célèbre et a un atelier et réalise des peintures sur toile maintenant, vers 2015, où on retrouve cette iconographie, cette inspiration liée au luxe, au glamour, à la sexualité et à l'argent, et à l'industrialisation et finalement au capitalisme, dont la production du champagne est encore aujourd'hui un des produits qui permet d'obtenir les meilleurs bénéfices parmi les productions viticoles. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste là pour répondre à vos questions. Merci Frédéric Desbuissons pour cette conférence extrêmement intéressante sur les représentations et les associations que l'on prête au champagne, qui nous a bien montré la chronologie, boisson d'exception, puis un petit peu, on va dire, critiqué et dénigré pour devenir ensuite peut-être ce qu'on connaît davantage comme des moments
un petit peu plus institutionnalisé, mais néanmoins toujours marqué par cette forme d'exceptionnalité. Donc merci pour cette présentation très bien illustrée. Bien sûr, il y a des questions, je suppose. Alors, vous avez, pour ceux qui sont habitués, un petit micro à faire circuler comme un petit ballon pour les questions que vous souhaiteriez poser. Alors, peut-être le temps de lancer les questions. On pourrait peut-être rebondir sur la conclusion qui est la tienne, à savoir... la conclusion ou les derniers éléments de peut-être de la question du genre, c'est-à-dire les rôles masculins, féminins. Et en fait, la présentation nous en a parlé de manière régulière. Est-ce que finalement, dans ces représentations autour du champagne, on assiste toujours aux femmes qui consomment globalement ou qui sont servies et aux hommes qui servent, ou est-ce qu'on a quand même des choses un petit peu plus souples dans ces représentations autour des rôles de genre dans la consommation du champagne, première chose. Et deuxième chose, est-ce finalement ici quelque chose de particulier au champagne, ou est-ce qu'on reproduit là finalement des usages qui sont globalement ceux autour du vin et des rôles de genre? Alors, il y a plusieurs questions en une. J'ai envie de dire, ça dépend des époques. Alors, j'ai retiré les images très contemporaines qui sont encore sous droit, mais je vais quand même repartir. Allez, ne la filmez pas. Celle-ci est intéressante. Vraiment, je vous invite à regarder ce générique si vous ne le connaissez pas. On trouve tout sur YouTube ou Dailymotion. Parce que c'est une image qui est assez iconoclaste, parce que précisément, d'abord, l'homme ne débouche pas la bouteille, ici, et elle est volontairement, justement, transgressive de ce point de vue-là, du point de vue des gens. On est en 66, hein, c'est pas si vieux que ça, enfin, je suis pas si vieille que ça. Et non seulement c'est la femme qui débouche, mais elle débouche en tirant un coup de pistolet sur la bouteille, ce qui est quand même une arme plutôt du côté du masculin. Et cette gerbe, on a cette gerbe de mousse assez suggestive. Hein. Donc on a vraiment beaucoup d'ironie dans ça. Et cette ironie, c'est une forme aussi de renversement, comme je l'ai dit, du féminin et du masculin. Elle montre que cette représentation des genres, elle est bien comprise par tout le monde. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de comique dans la scène, il n'y aurait pas d'ironie. Alors, ce qui est particulier au champagne, c'est que c'est vraiment une boisson qui a été, pas au XVIIIe siècle tout de suite, mais au XIXe siècle sûr, le changement est fait, systématiquement conseillée pour les femmes parce que légère, moins matérielle, moins rouge, moins sanguine. Ça, c'est quelque chose de constant dans les textes et dans les images. Parfois, les deux ne coïncident pas. Parfois, les textes disent des choses, les images en disent d'autres, ou les images complètent ou apportent quelque chose d'autre ou contredisent les textes. Ce n'est pas systématique, il n'y a pas de règle en la matière. Il se trouve que là, les deux coïncident et les représentations sont beaucoup plus nombreuses de buveuses féminines ou dans un contexte mixte, notamment sous la Troisième République, où là, il y a beaucoup d'images de soirées, de dîners, de fin de dîner. Bon. J'ai déjà oublié le début de la question. Donc, je pense que déjà, il y a énormément d'éléments de réponse dans ce que tu proposais. Et d'ailleurs, ça fait écho à une question Zoom, mais un tout petit peu plus précise, sur l'inspiration des coupes à champagne, c'est-à-dire vraiment de la forme coupe et non pas de la forme flûte. L'auditeur demande si ça aurait été moulé sur un sein féminin pour reproduire un petit peu cette forme, et plus précisément même celui de la Pompadour. Bien sûr. Alors, c'est joli, c'est un mythe, hein, mais les mythes sont extrêmement intéressants à étudier. C'est faux. Bon, c'est faux, mais ce qui est vrai, c'est l'histoire. L'histoire, elle est bien vraie. C'est-à-dire qu'elle a du sens, elle circule, elle se maintient, on y croit en quelque sorte. Donc c'est vraiment une fiction qui dure. Donc si elle dure, c'est qu'elle a une réalité quelque part. Hein, c'est comme le Père Noël. Donc désolée pour ceux qui croyaient encore au Père Noël. Voilà. Alors le moulage du sein, on le dit aussi pour une coupe servant à boire du lait. Hein,
Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pourquoi est-ce qu'on y accorde de l'importance et qu'on s'y accroche, en quelque sorte, on a envie d'y croire. Hein. Parce que ça fait le lien entre le champagne, la féminité et l'érotisme. Donc, c'est joli. Effectivement, dans le même sens que ça va dans ce sens précédemment. Alors, peut-être des questions dans la salle. Non ? Bon. Une question. Ah, voilà, une question qui arrive. Je ne vais pas vous le lancer quand même, je vais vous le donner. Bonsoir Madame, merci pour votre exposé. À un moment, vous nous avez montré un visuel où il était plus question de mousseux que de champagne. Est-ce que le mousseux était le champagne du pauvre? Ah, c'est effectivement... Alors, attendez, que je le retrouve, le mousseux... Non, c'est après, excusez-moi. C'est la réputation qu'il avait, oui. Le Sillery, bien sûr. Alors, j'ai généralisé. Et le pire, c'est qu'en le faisant, je me dis... je sens que ça ne passera pas. Ça n'est pas passé. Effectivement. Oui. Effectivement, c'était une dégradation du champagne. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, l'idée qu'il y ait plusieurs gammes, on va dire, ça rentre dans ça n'était pas à stricto sensu du champagne, au sens noble du terme, au sens où les négociants ne le vendaient pas comme un véritable champagne. Mais ça montre aussi que quand on n'avait pas les moyens d'acheter du champagne, on pouvait acheter sa dégradation, en quelque sorte. Donc ça participe du même... voilà, mousseux. Du même imaginaire. Voilà. Oui, effectivement, ça garde sa vertu de modèle, finalement, aussi bien de consommation que justement autour de cette mousse-là. Et d'ailleurs, dans les verres en question, j'avais le souvenir, mais peut-être que tu pourras nous détromper, ce qu'on voit notamment dans les toutes premières représentations du XVIIIe siècle, on disait le verre mousseline, je crois, ou quelque chose comme ça, pour mettre en valeur, oui, voilà, ce type de verre-là. Mettre en valeur vraiment par la forme conique la formation de la mousse dans le verre, ce qui atteste de ce que tu soulignais précédemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marguerite? Merci beaucoup pour cette très belle représentation et ce très bel exposé sur le champagne. On a vu l'association des huîtres et du champagne, notamment dans le tableau de l'Ancret. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi, par exemple, dans les écrits du XVIIIe siècle. Je pense aux mémoires de Casanova, où il raconte que pour séduire les femmes, il faut bien une coupe de champagne et quelques huîtres. Or, cette alliance entre les huîtres et le champagne, c'est un peu quelque chose d'atypique, mais ça existe au XVIIIe siècle. On en a des traces dans les traités culinaires ou autres. Et à quel moment, finalement, ça disparaît, ça réapparaît? Est-ce que tu en as trouvé quelques traces? Oui. Et dans la peinture et peut-être ailleurs Oui, alors j'aurais pu montrer. Il y a une nature morte d'Édouard Manet, très intéressante, qui associe huîtres et champagne, précisément. Donc on est sous la Troisième République. C'est vers la fin de la carrière de Manet, dans les années 1870-80, plutôt début 80, je crois. On retrouve cela dans les menus de l'époque. Oui. Alors c'est l'huître boisson, décidément, l'huître, comment dire, mais aphrodisiaque, associé au champagne pour un dîner en amoureux. Ça, c'est un classique pendant tout le XIXe siècle. Moi, je le vois encore jusqu'à la Troisième République. Est-ce que ça disparaît dans les représentations après? Je cherche des exemples au milieu du XXe siècle. Je pense qu'on pourrait encore en trouver, mais je ne pourrais pas dire si ça s'estompe ou pas. Est-ce qu'il y a aussi une association, on va dire, de goût dans le sens gustatif, stricto sensu du terme, enfin,
qui est proposé par cette association, parce qu'on voit par exemple aussi à cette même époque le sauterne qui est consommé avec les huîtres. Or, tu as présenté en préambule le fait que le champagne était beaucoup plus sucré qu'aujourd'hui. Donc finalement, est-ce que ça participe de cette même association qui aujourd'hui nous étonne peut-être un soupçon, à savoir, bon, et encore, et encore pas forcément tant que ça, j'ai dit un soupçon, donc de ces vins un peu sucrés avec un mets particulièrement iodé. Ah, bonne question, à laquelle je ne suis pas sûre de pouvoir répondre. Alors, j'incline à penser, mais c'est peut-être un a priori, que le goût n'a pas d'autonomie par rapport aux représentations mentales. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un vin bouchonné, on trouve que c'est mauvais ? Sur quoi se fonde ce jugement de goût, par exemple ? Probablement parce que je viens d'une discipline où le beau, par exemple, a une histoire. Donc il n'est pas fondé en nature, le beau. Il n'est pas fondé en nécessité. C'est le produit d'une histoire, c'est le produit de valeurs, d'interprétation. Il est transitif. Et il y a même des œuvres d'art qui ne sont pas belles, parce que le beau n'est pas la seule catégorie qui permet d'apprécier une œuvre d'art. Il y en a d'autres. Il y a le sublime, par exemple. Et j'aurais tendance à penser qu'il devrait en être de même du bon. Et qu'il n'y a pas de raison que, par nature, on consomme, on apprécie tel type de goût. Et le fait est que dans d'autres cultures, on n'apprécie pas les mêmes choses et pas de la même façon et pas avec les mêmes associations. Donc ça, c'est presque mon hypothèse de travail. Tout ça pour dire que je ne sais pas répondre à la question sur le fond, mais que je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du positivisme à penser que, par nature, ça irait bien ensemble. Moi, j'ai tendance à penser que c'est lié aux représentations de la boisson féminine, de la boisson dans un contexte, mais pas exclusivement, puisque le déjeuner d'huîtres, il n'y a pas de femmes. Alors, elles sont là, on va dire, en absence peut-être, ou dans la décoration du lieu, de l'environnement, mais oui. Je ne saurais pas. Si, mais la réponse est tout à fait adaptée par rapport à l'aspect très construction culturelle de ces rapports au goût et des associations effectivement qu'on peut y prêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Oui. Oui, d'abord, merci pour cette intervention. Les supports artistiques sont très intéressants, les différents supports jusqu'à la verrerie. Et justement, ça m'a fait penser aux œuvres de Mucha qui ne sont pas évoquées ce soir. Et il y a une autre chose aussi qui m'apparaît importante aussi, c'est les champenois eux-mêmes dans leur carrière de créer certains des œuvres d'art. Alors, Mucha, oui, bien sûr. Bien sûr, les affiches commandées à Mucha pour Moët et Chandon. Voilà, je cherchais le nom du négociant en Champagne. Il a beaucoup travaillé pour Moët et Chandon. Ce qui est intéressant, c'est vraiment... Alors, c'est pour ceux qui ne voient pas trop ce qui est Alphonse Mucha, donc c'est cet peintre et surtout affichiste Art Nouveau, avec des ornements floraux, sinueux, vraiment une esthétique du féminin par excellence, dans les affiches de Mucha, avec des personnifications de la dégustation et du champagne sous la forme de figures féminines, avec les cheveux qui forment des volutes et qui rejoignent pour partie les volutes du vin. Donc j'aurais pu effectivement le montrer. Il se trouve que j'ai plutôt montré des affiches pour souligner les références à l'Ancien Régime. Donc j'ai laissé de côté Mucha, mais bien sûr vous avez parfaitement raison. Ce sont des affiches très impressionnantes, spécifiquement pour Moët et Chandon. Et la deuxième question, je ne suis pas sûre, dire qu'il y a des vignerons qui produisent des œuvres d'art. Il me semble que dans certaines carrières champenoises, comme c'est de la craie, il y a des statues, des choses comme ça. Alors ça, je l'ignore. Dans la craie elle-même, il me semble. Je l'ignore. Il semble avoir vu ça. J'ai surtout en tête les caves de l'ancienne abbaye Saint-Rémy, qui sont les caves Tétinger, mais qui sont de fait des restes du Moyen-Âge. Mais ça, je l'ignore. Vous m'apprenez quelque chose. Merci.
S'il n'y a pas d'autres... Ah, si, une dernière question, alors peut-être. Un peu plus bas, oui. Merci. Merci. Oui, dans toutes les œuvres que vous avez présentées, essentiellement les premières, on voit le champagne qui est servi ou qui repose dans des seaux. Non, ce n'est pas des seaux à glace, je suppose, mais c'est pour le rafraîchir. Ce qui veut dire que à cette époque-là, au XVIIIe même, XVIIe, on avait jugé qu'il était préférable de le consommer frais qu'à température d'un vin normal, comme ça pouvait être le cas. Oui. Les bouteilles étaient dans ces meubles rafraîchissoirs, ce qu'on voit là, vous voyez. Et puis les verres aussi étaient placés dans des rafraîchissoirs en porcelaine. Pour le 18e, c'est plutôt en porcelaine. Donc, c'est une espèce de vase avec des creux qui permettent de plonger le verre dans l'eau fraîche aussi. Oui. Effectivement. Bon, mais merci Frédéric pour cette conférence et merci à ceux qui sont venus la suivre. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée et puis surtout à t'applaudir pour cette présentation de grande qualité.